Vraiment !» s'écria Mrs. Sutcliffe, en s'éloignant de la fenêtre de sa chambre d'hôtel. « Je ne comprends jamais pourquoi il pleut à chacun de mes retours en Angleterre. C'est tellement déprimant. » « Pour ma part, » répliqua Jennifer, « il me plaît d'être de nouveau dans notre pays. Du moins, entend-on parler anglais et, bientôt, on va nous servir un thé délicieux avec tout ce qui s'ensuit. »« Que vous êtes insulaire, chérie. Ce n'était vraiment pas la peine de vous avoir fait faire tout ce voyage dans le golfe Persique pour vous entendre parler ainsi. »« Je ne m'en plains pas, mais je suis heureuse d'être ici. »« Soit, mais il me faut compter nos bagages. Depuis la guerre, les gens sont devenus tellement malhonnêtes. Je suis certaine que si j'avais été distraite, un homme se serait emparé de mon sac vert à Tilbury. Et il y en avait un autre rôdant autour de mes valises. Je l'ai revu dans le train. Cette sorte d'individus qui veulent profiter de la fatigue ou du mal de mer des passagers pour les voler. »« Oh, maman, vous pensez toujours qu'on ne rencontre que des bandits ? » ?»« Il y en a beaucoup. »« Pas en Angleterre. »« En Angleterre ? Mais c'est pire. D'un arabe ou de n'importe quel étranger, on s'attend à tout. Mais ici, on ne se méfie plus et les gredins en profitent. Maintenant, vérifions. La grande valise rouge et la noire. Sans oublier les deux marrons et le sac vert. Ah, les clubs de golf, les raquettes de tennis. Voici les 3 autres sacs. Et la petite caisse en métal achetée en cours de route. Soit 14 objets au total. Parfait. « J'ai faim !» s'écria Jennifer. « Alors, allez prendre le thé en bas. Je vais me reposer. Et votre père qui n'est pas venu ? Insensé, cette réunion de directeurs juste pour notre arrivée. » Jennifer s'empressa de sortir. Soudain, le téléphone retentit. « Allô ? Oui ? Elle-même à l'appareil, » répondit Mrs. Sutcliffe, qui s'était déjà saisie de l'écouteur. « Un moment, je vous prie. » On venait de frapper à la porte. « Entrez !» Un jeune homme en bleu fit son apparition, portant une boîte d'outils. « Excusez, je suis l'électricien de l'hôtel. On vient de me dire de vérifier les fils. Le précédent locataire s'était plaint de la lumière. Puis-je aller dans la salle de bain ? » ?»« Faites votre travail, » répondit Mrs. Sutcliffe. Puis, elle revint au téléphone. « Je m'excuse. Que désiriez-vous ? » ?»« Veuillez m'excuser, mais je désirerais vous voir. C'est au sujet de votre frère. »« De Bob ? Avez-vous des nouvelles ? » ?»« Oui. »« Alors, je vous attends dans ma chambre, 3e étage, numéro 110. » Front plissé, elle s'assit sur son lit. Qu'était-il arrivé à Bob ? Déjà, elle se doutait d'un malheur. Un coup discret à la porte, puis un jeune homme pénétra lentement dans la chambre. L'expression de son visage ne laissait guère de doute. « Je me nomme Derek O'Connor et appartiens au Foreign Office, » dit le nouveau venu. « Est-il mort ? » demanda aussitôt la sœur du pilote. Derek inclina la tête avant de répondre. Le prince Ali Youssouf était dans son avion quand celui-ci s'est écrasé sur une montagne. Un léger tressaillement et Mrs. Sutcliffe s'exclama. «
Pourquoi ne m'a-t-on pas avisé par radio, à bord du paquebot? Aucune information précise n'avait été encore reçue. On savait seulement que l'appareil était porté manquant et un espoir restait. Depuis, les débris ont été retrouvés. Peut-être la certitude que votre frère n'a pas souffert sera-t-elle une atténuation? Cette issue fatale ne me surprend guère, coupa Mrs. Sutcliffe. Sa voix avait tendance à trembler, mais la sœur de Rawlinson se maîtrisait. Une femme de cran, pensait son interlocuteur. Déjà, elle avait repris la parole. Je savais que Bob mourrait jeune. Il était si imprudent, ne cessant de faire des essais. Du moins, me l'a-t-on dit, car je ne l'ai guère vu au cours des dernières années. Une larme tomba sur son corsage. Mrs. Sutcliffe se raidit. Un choc pour moi, et je m'excuse. Du moins, est-il certain que mon frère ne pouvait éviter d'aider le Tchèque? Une autre attitude m'eût déçue. Et je suis sûre que l'accident n'est pas dû à une faute de sa part. Exact, madame. La tentative comportait des risques énormes, mais votre frère n'a pas hésité. Je comprends, et merci pour votre visite. Un court silence, et O'Connor posa une question. M'est-il permis de vous demander si votre frère ne vous a pas confié un quelconque objet, à seule fin que vous le rameniez en Angleterre? Non. Pourquoi pensez-vous qu'il aurait agi de la sorte? Nous avons l'impression qu'il eût pu en être ainsi. Le fait est qu'il est venu à votre hôtel juste avant le début de la Révolution. Je le sais. Il a même laissé un message. Mais sans importance. Il m'invitait à une partie de golf ou de tennis. Tout porte à croire qu'à ce moment, il ignorait encore qu'il aurait à évacuer le chèque un peu plus tard. C'est tout? Le message? Oui. L'avez-vous conservé? Pour quelle raison? Il était tellement banal que je l'ai déchiré? Évidemment. Toutefois, je me demande si... Si? répéta Mrs. Sutcliffe, agacée. Eh bien, s'il n'y avait pas autre chose dans le message. Tout compte fait, l'encre invisible existe. Invisible? Vous ne faites certainement pas allusion à cette sorte de produit chimique qu'on mentionne dans les romans d'espionnage. Apparemment, la sœur de Bob Rawlinson n'appréciait pas le tour pris par la conversation. Vulgaire, pensait-elle. Je crains que si, répondit O'Connor, comme pour s'excuser. Ridicule. Je suis certaine que Bob n'a jamais eu l'idée d'avoir recours à un tel procédé. Il était trop honnête. De nouveau, une larme coula sur ses joues. Oh, où est mon sac à main? Il me faut un mouchoir. J'ai dû le laisser dans la salle de bain. Je vais aller le chercher. Déjà, il avait franchi le seuil de la porte de communication quand il s'arrêta net. Un homme en bleu, qui était penché sur une valise, se redressa brusquement. « Je suis électricien, » dit-il rapidement. « Une réparation urgente. » O'Connor appuya sur un bouton et la pièce s'illumina. « L'éclairage est normal, pourtant, » s'étonna-t-il. « J'ai tout remis en ordre, » répondit l'autre
avant de ramasser ses outils et de sortir en vitesse. Après s'être saisi du sac à main, O'Connor se dirigea vers le téléphone. Ici, la chambre numéro 110. Avez-vous envoyé un électricien faire une réparation ? J'attends. Non ? Personne n'a été chargé de quoi que ce soit ? Inutile, aucune panne. Mrs. Sutcliffe s'inquiétait. Un voleur, alors ? Peut-être. Affolée, elle inspecta son sac, puis poussa un soupir de soulagement. Rien ne manque. Les billets de banque sont intacts. Cependant, O'Connor semblait préoccupé. Êtes-vous absolument certaine, madame, que votre frère n'a rien laissé outre le message ? Par exemple, un petit paquet à emporter ? Aucun doute. Autre possibilité, il a pu dissimuler à votre insu quelque chose dans l'une de vos valises. Insensé. Qu'avait-il à cacher ? Il est possible que le prince Ali Youssouf lui ait confié un objet, précieux entre tous, et que Bob Rawlinson ait jugé qu'il serait plus en sécurité dans vos bagages que sur lui. Voilà qui me dépasse. Quoi qu'il en soit, voulez-vous que nous déballions vos affaires ? Vider tout ? Demanda Mrs. Sutcliffe, affolée. Je sais que ce travail est horripilant, mais le résultat peut avoir une grande importance. Et n'ayez aucune crainte, nous remettrons tout en ordre. Ma mère disait que je suis le plus ordonné des hommes. Son charme opérait. Déjà, Mrs. Sutcliffe se résignait. Si la chose est tellement utile, murmura-t-elle. Derek O'Connor n'hésita plus. Alors, commençons, conclut-il tout en souriant. 3/4 d'heure plus tard, Jennifer revint de son thé. Un regard dans la chambre et la surprise fit sursauter la jeune fille. « Oh, maman, qu'avez-vous donc fait ? Déballer les valises, ne le voyez-vous pas ? Et maintenant, nous rangeons le tout. Oh, j'oubliais. Monsieur O'Connor, voici ma fille, Jennifer. » « Et pourquoi tout ce travail ? » reprit celle-ci. « Il paraît que votre oncle Bob a déposé quelque chose dans nos bagages. Je ne suppose pas qu'il vous ait confié quoi que ce soit. » « À moi ? Comment l'aurait-il pu ? Mais vous avez également ouvert ma valise personnelle ? » « Tout, » répondit gaiement O'Connor. « Et, comme nous n'avons rien trouvé, nous remballons. À propos, Madame Sutcliffe, je pense que vous devriez vous réconforter. Puis-je commander un thé ou un brandy soda ? Il se dirigea vers le téléphone. « Alors, une tasse de thé, » dit Mrs. Sutcliffe. Le thé commandé, O'Connor acheva les rangements avec une dextérité qui émerveilla la sœur de Bob Rawlinson. « Votre mère avait raison, » dit-elle. « Oh, mon souci de l'ordre ne lui a pas échappé. » À la vérité, sa mère était morte depuis de nombreuses années et son adresse à manier le contenu des valises avait été acquise exclusivement au service du colonel Pickaway. Son travail enfin terminé, O'Connor tout sauta avant de s'adresser de nouveau à Mrs. Sutcliffe. « Il y a encore un point sur lequel je désirerais attirer votre attention. Soyez très prudente, madame, au cours de vos allées et venues. »
Prudente? Que voulez-vous dire exactement? O'Connor ne tenait pas à donner trop de précisions. Les révolutions ont parfois des ramifications à l'extérieur. Vous proposez-vous de rester à Londres pendant un certain temps? Non, nous partons pour la campagne dès demain. Mon mari viendra nous chercher. Voilà qui est parfait. Mais ne prenez aucun risque inutile. Si quoi que ce soit sortait de l'ordinaire attire votre attention, n'hésitez pas à téléphoner sur le champ à 999. Oh! S'écria Jennifer, ravie. 999? J'ai toujours eu envie d'appeler un numéro de ce genre. Ne soyez pas aussi sotte, coupa sa mère. Extrait d'un journal local. Hier, un individu nommé Andrew Ball a comparu devant le juge du district sous l'inculpation d'effraction chez Mr. Henry Sutcliffe dans l'intention de cambrioler. En particulier, la chambre de Mrs. Sutcliffe a été mise en piteux état pendant que les membres de la famille étaient au service religieux du dimanche. Occupés à préparer le déjeuner, les domestiques n'ont rien entendu. L'homme a été appréhendé alors qu'il s'enfuyait. Selon toute apparence, il a été pris de panique pour un quelconque motif, car il ne s'est emparé de rien. Interrogé, Andrew Ball a déclaré être sans travail. À noter que les bijoux de Mrs. Sutcliffe sont déposés dans une banque. Je vous ai déjà dit que la fenêtre du salon devrait être consolidée, dit Mr. Sutcliffe à sa femme après cet incident. Mrs. Sutcliffe fronçait déjà les sourcils quand Jennifer intervint. Je ne comprends pas comment la police a pu se douter qu'on essayait de nous cambrioler et arriver juste à temps pour arrêter le coupable. Il semble extraordinaire qu'il n'ait rien emporté, ajouta Mrs. Sutcliffe. En êtes-vous tout à fait sûr, Joanne? Intervint son mari. Le désordre dans ma chambre était tel, tous les tiroirs sortis et renversés, qu'il m'a fallu un certain temps avant de m'en convaincre. Toutefois, je n'ai pas retrouvé mon écharpe rouge. Je m'excuse, maman. Je l'avais prise à bord du paquebot et le vent l'a emportée, admit Jennifer. Sa mère se disposait à prononcer les paroles peu amènes, mais Jennifer sut parer l'offensive. Au fait, je n'aime guère aller à Meadowbank. Une de mes amies y a été pensionnaire et cela lui a fort déplu. On vous apprend à monter dans une Rolls-Royce ou à en sortir et comment se comporter si l'on est invité à déjeuner à Buckingham Palace. Il suffit, coupa Mrs. Sutcliffe. Ignorez-vous donc qu'on n'admet pas n'importe qui à Meadowbank? Seule la situation de votre père et la recommandation de votre tante Rosamonde ont facilité l'agrément de la directrice, Miss Bulstrode. Et s'il advient que vous soyez invité à déjeuner avec la reine, du moins saurez-vous comment vous conduire. Dès que Andrew Ball, sans domicile fixe, eut été condamné à 3 mois de prison pour violation de domicile, Derek O'Connor, qui avait discrètement assisté au débat, s'empressa d'appeler un certain numéro. On n'a rien trouvé sur lui quand nous l'avons appréhendé, après lui avoir laissé tout le temps voulu.
Il doit s'agir d'un gars du groupe Gecko, le genre de type qu'ils emploient pour cette sorte de travail. Peu de cervelle, mais consciencieux dans leur mission. Et il a accepté sa condamnation comme un agneau ? Demanda le colonel Pickaway, qui, à l'autre bout du fil, grimaçait un sourire. Exact, reprit Derek. L'attitude d'un stupide garçon coincé dans une impasse. On ne l'associerait jamais à un exploit digne de ce nom. Et il n'a rien découvert ? Et vous, pas davantage ? Dans ces conditions, il semble que nous nous trompons en supposant que l'objet recherché a été caché par Rawlinson dans les affaires de sa sœur. Qu'en pensez-vous ? D'autres semblent le croire également. Trop ouvertement. Peut-être. Voulait-on nous appâter ? Voyez-vous d'autres possibilités ? Beaucoup ? L'objet peut être encore à Ramat, caché quelque part dans le Ritz Hotel même. Autre version, Rawlinson l'a confié à quelqu'un en se rendant à l'aérodrome. Ou, à en croire une allusion de Mr. Robinson, une femme s'en est emparée. Enfin, ne sachant pas qu'elle le détenait, Mrs. Sutcliffe l'a peut-être jeté à la mer avec un quoi que ce soit dont elle n'avait plus besoin. Et cela vaudrait peut-être mieux pour tous. Mais il s'agit d'une véritable fortune. Croyez-vous que la vie humaine ne représente rien ? Lettre de Julia Upjohn à sa mère. Je suis déjà habituée à Meadowbank. Une nouvelle, Jennifer, est devenue ma camarade et nous jouons beaucoup au tennis. Elle éprouve quelques difficultés car sa raquette, dit-elle, s'est gondolée en mer. Là-bas, à Ramat, elle a failli assister à une révolution. On l'a conduite avec sa mère à l'ambassade britannique, puis elles ont pris l'avion et ensuite le paquebot. Sous les apparences d'une colombe, Miss Bulstrode, notre directrice, sait être sévère. Nous l'appelons le taureau. Le professeur de littérature, Miss Rich, est terrifiante. Quand elle nous lit du Shakespeare, nous frissonnons toutes, sauf Jennifer, que rien ne semble affecter. Le cours de français est fait par Mademoiselle Blanche. Elle ne paraît pas avoir beaucoup d'ordre. Insupportable est le professeur de gymnastique. Une certaine Miss Springer. Elle est rousse et a une odeur quand il fait chaud. Miss Chadwick enseigne les mathématiques. Elle est avenante. L'histoire et l'allemand incombent à Miss Van Sittard. Elle est en quelque sorte l'adjointe de Miss Bulstrode. Il y a beaucoup d'étrangères parmi nous. Entre autres 2 Italiennes, une Allemande, une Suédoise et une princesse, mi-turque, mi-iranienne, qui affirme qu'elle aurait épousé le cheikh Ali Youssouf s'il n'avait pas été tué en avion. Jennifer, qui semble tout savoir, affirme qu'elle ment, car le cheikh aimait quelqu'un d'autre. Quelle histoire! Je suppose que vous allez bientôt partir en voyage. N'oubliez pas votre passeport, comme cela fut le cas la dernière fois. Lettre de Jennifer à sa mère. Je me plais mieux à Meadowbank que je ne l'aurais cru. Le temps est splendide. Au fait, pourrais-je avoir une nouvelle raquette de tennis ?
Plusieurs d'entre nous iront à Londres demain pour voir un ballet. La nourriture, ici, est un régal. Vous a-t-on cambriolé de nouveau? Lettre de Margaret Gore West à sa mère. Peu de nouvelles. Le bruit court que Miss Bulstrode va prendre sa retraite et que Miss Vansittart la remplacera. Miss Chadwick, à qui j'ai posé la question, m'a répondu, non sans vivacité, que c'était faux et que je ferais mieux de ne pas écouter les potins. Miss Rich est toujours aussi charmante, mais on n'aime guère le nouveau professeur de gymnastique, Miss Springer. Lettre d'Anne Shapland, secrétaire de Miss Bulstrode, à Denis Radbourne. Je n'aurai pas un moment de libre avant la 3e semaine du trimestre. Il me serait très agréable de déjeuner avec vous, mais il faudrait choisir un samedi ou un dimanche. Je vous aviserai en temps voulu. Travailler dans une école me plaît assez, mais Dieu merci, je ne suis pas institutrice. J'en deviendrai folle. Lettre de Miss Johnson, surveillante générale à sa sœur. Guère de changement à Meadowbank. Le parc est splendide et nous avons un nouveau jardinier qui aide Briggs. Un jeune homme bien proportionné. Dommage, car les filles sont parfois stupides. Lettre de Mademoiselle Blanche, professeure de français, à René Dupont, PR à Bordeaux. Tout se déroule normalement ici. Cependant, je ne puis dire que je m'amuse beaucoup. Les élèves ne sont ni plaisantes, ni bien élevées. Mais je ne préfère ne pas me plaindre à Miss Bulstrode. Avec une telle femme, il convient d'être sur ses gardes. Lettre de Miss Vansittart, professeure d'histoire et d'allemand, à une amie. Bon début de trimestre. Dans l'ensemble, les pensionnaires sont plaisantes. Sheila, notre petite princesse orientale, est portée à manquer d'assiduité, mais je suppose qu'il fallait s'y attendre. Du moins, elle est agréable à fréquenter. Le nouveau professeur de gymnastique, Miss Springer, est loin d'être populaire. Elle est trop curieuse. Si Mademoiselle Blanche, chargée du français, paraît aimable, elle ne vaut cependant pas ce qui la précédait. Miss Bulstrode n'a rien dit de définitif concernant l'avenir, mais son comportement donne à penser qu'elle a pris une décision. Meadowbank est vraiment un succès et je serais fière d'en continuer les traditions. Lettre d'Adam Goodman au colonel Pickaway, transmise par les voies habituelles. Du moins, puis-je parler d'un homme en périlleuse posture. Je suis le seul mâle digne de ce nom au milieu de quelques 190 représentantes du beau sexe. Son Altesse Sheila est arrivée selon le rite. Une Cadillac bleu pastel, un officiel en costume oriental et tout le reste. Le lendemain, je l'ai à peine reconnue dans l'uniforme de la pension. Aucune difficulté à nouer des relations amicales avec elle. Déjà, elle me demandait le nom de certaines fleurs, quand une gorgogne au visage rempli de taches de rousseur a surgi et, d'une voix pointue, lui a ordonné de s'éloigner. Ce qui ne fut pas facilement accepté. Je sais que les jeunes orientales obéissent spontanément, mais celle-là doit déjà avoir acquis une certaine expérience du monde, en Suisse, paraît-il. La princesse, enfin partie, la Gorgogne,
Miss Springer m'a passé un savon. Le personnel du jardin ne devrait pas parler aux élèves, etc. Sans doute l'effet de mon charme personnel, elle s'est calmée. Même, elle a fini par minauder. Ah, les femmes! Moins de succès avec la secrétaire de Miss Bulstrode, Miss Shapland. Une de ces provinciales affectées. Le professeur de français semble mieux disposé à coopérer. Sainte-Nitouche est fureteuse, cependant. En outre, un vieux cheval de guerre, appelé Miss Chadwick, me jette parfois des regards qu'on pourrait qualifier de circonspects. Aussi suis-je sur mes gardes. Mon chef, le vieux Briggs, est un homme bourru. Sa conversation porte exclusivement sur les beaux jours du passé. Il se plaint de tout, et des gens en particulier, mais éprouve du respect pour Miss Bulstrode. Moi également. Toutefois, j'ai eu, un moment, l'horrible impression qu'elle savait tout de ma modeste personne. Ses yeux vous transperçaient. Jusqu'à présent, aucun signe de quoi que ce soit de sinistre, mais ne vit-on pas dans l'espoir? La routine à Meadowbank. Ce jour-là, dans la salle privée des professeurs, les deux nouvelles répondaient aux questions posées par leurs collègues. D'abord, Mademoiselle Blanche. Elle était déjà venue en Angleterre. Dans quelle partie de la France était-elle née? Mademoiselle Blanche donna quelques explications. Poliment, mais avec une certaine réserve. Au contraire de Miss Springer, qui se montra plus empressée, s'exprimant avec emphase. On eût cru, même, assister à une conférence. Sujet: la perfection de l'intéressé sur le plan professionnel. Et Miss Springer n'était pas perspicace. L'humeur rétive d'une audience lui échappait. « Il faut s'attendre à l'ingratitude, » disait-elle, sa voix s'enflant au fur et à mesure. « L'ennui est que les gens sont si lâches qu'ils évitent de faire face aux faits. Ce dont j'ai horreur, car je vais droit au but, et, souvent, j'ai déterré un scandale plus que déplaisant. » Elle rit à pleine gorge avant d'ajouter. « Vous seriez surprise si je vous révélais quelques-unes des histoires que j'ai découvertes à propos de personnes qu'on croyait irréprochables. » « Et tout cela vous faisait plaisir, n'est-ce pas ?» demanda Mademoiselle Blanche, un peu ironique. « Non, naturellement. En revanche, j'avais la satisfaction de remplir un devoir. Mais on ne m'a pas approuvé. Aussi donnai-je ma démission en signe de protestation. » Elle jeta un regard autour d'elle et rit de nouveau. « J'espère que personne, ici, n'a un poids sur la conscience. » Aucune de ses collègues ne goûta la plaisanterie, mais Miss Springer n'est pas femme à l'avoir remarqué. Miss Bulstrode venait de recevoir Miss Johnson et l'entretien avait failli la faire sourire. La surveillante générale n'avait-elle pas découvert que Sheila portait une sorte de corset apparemment destiné à hausser une gorge, par ailleurs menue? À 15 ans? S'était indignée Miss Johnson. Convoquée, la coupable répondit prestement qu'à son âge, elle entendait se montrer telle qu'elle était, en réalité, c'est-à-dire une femme.
Un coup d'œil permit à Miss Bulstrode de constater que sa pensionnaire était, en effet, sortie de l'adolescence. Les orientales sont précoces, pensa-t-elle. Toutefois, elle interdit à Sheila le port de l'objet incriminé. Après son départ, Miss Johnson s'exclama. Que ne suit-elle l'exemple de Julia Upjohn, si réservée? Si toutes les pensionnaires imitaient Julia, la pension serait bien monotone, répliqua Miss Bulstrode, à la stupéfaction de son interlocutrice. Monotone, se répéta Miss Bulstrode, restée seule. De toute évidence, ce qualificatif ne pouvait s'appliquer à Meadowbank. On avait dû faire face à tant de difficultés, de crises inattendues, mais chaque fois, le doigté et l'autorité de la directrice s'étaient affirmés à plein. Quelle vie excitante! Même maintenant, et bien qu'elle y soit résignée, Miss Bulstrode ne désirait vraiment pas prendre sa retraite. N'était-elle pas en excellente santé, presque aussi alerte qu'à l'époque où, avec Shaddy, Miss Chadwick, elle avait ouvert Meadowbank avec quelques élèves seulement? Ayant l'audace voulue, Miss Bulstrode n'avait jamais hésité à innover et le résultat dépassa toute espérance. Résultat, sur le plan matériel, les deux amies étaient déjà assurées d'un solide revenu pour leurs vieux jours. Cependant, Miss Bulstrode se demandait si son associée avait également l'intention de prendre sa retraite. Probablement que non. L'école était son foyer, en quelque sorte, et elle servirait le successeur de toutes ses forces. Du fait que Miss Bulstrode avait pris sa décision, ce successeur, il fallait le trouver. D'abord, une collaboratrice qui serait mise au courant, puis resterait seule. Savoir choisir le moment du départ était capital. Partir avant que les capacités s'amenuisent, que l'autorité se relâche ou qu'une certaine répugnance à poursuivre la tâche se fasse sentir. Miss Bulstrode soupira, puis appela Miss Chapland pour lui dicter le courrier. Cela fait, elle interpella sa secrétaire. Écrire des lettres aux parents, voilà qui équivaut à nourrir des chiots, lancer des platitudes apaisantes dans leur bouche en attente. Anna Chapland sourit. Miss Bulstrode la regarda avec intérêt. « Au fait, pour quelle raison avez-vous choisi le secrétariat ?»« Je ne saurais le dire exactement. Aucun goût particulier pour une quelconque profession, et le secrétariat n'est-il pas l'emploi vers lequel on glisse presque inévitablement ? Vous ne le trouvez pas monotone ? Je suppose que la chance m'a favorisée. J'ai déjà eu un certain nombre de postes intéressants, même auprès d'une actrice connue. Elle sourit de nouveau à ce souvenir. Toujours changer de place. Au jour le jour semble être votre devise. À vous, les jeunes. Remarqua Miss Bulstrode sur un ton légèrement réprobateur. La vérité est qu'il m'est impossible de rester longtemps au même endroit. Ma mère est invalide et, de temps à autre, je dois la rejoindre pour l'aider. Je comprends. Toutefois, je crains que, de toute façon, il ne me faille varier.
l'esprit de continuité me fait défaut et changer de cadre atténue la monotonie. La monotonie, murmura Miss Bulstrode, frappée par ce mot qui lui avait déjà traversé l'esprit. La secrétaire la regarda avec surprise. « Ignorez ce réflexe, » reprit Miss Bulstrode. « Il semble, parfois, qu'un mot particulier vous vienne toujours à l'esprit et... Désirez-vous être une institutrice ? Je crois que cela ne me plairait nullement. » « Pourquoi ? » ?»« Terriblement monotone. »« Oh, pardon. » Anne paraissait atterrée. « Enseigner n'est nullement ennuyeux, » répondit Miss Bulstrode avec vivacité. « Même, c'est peut-être la profession la plus captivante au monde. Pour ma part, je la regretterai terriblement quand je me retirerai. » « Comment ? Pensez-vous vraiment à prendre votre retraite ? » ?»« Oui, je suis décidée. » »« Oh, pas avant 1 ou 2 ans. » »« Mais pour quelle raison ? » ?»« Parce que j'ai donné le meilleur de moi-même à l'école, que cela m'avait eu les plus grandes joies et que j'entends rester sur cette impression, celle du summum. » « L'école continuera ? » ?»« Certainement. J'aurai un parfait successeur. »« Miss Vansittart, je suppose. » »« Ainsi, vous l'avez désignée d'autorité. » La directrice lança un regard inquisiteur avant d'ajouter. « Voilà qui est intéressant. »« Oh ! J'ai simplement entendu les propos du personnel à ce sujet. Mon impression est qu'elle remplira ses fonctions au mieux. Exactement dans votre tradition. Elle a une personnalité, de la prestance, sans oublier une certaine élégance. J'imagine que c'est important. Et elle saura sauvegarder l'œuvre accomplie, conclut la secrétaire, qui prit congé. « Est-ce bien ce que je désire ? » se dit Miss Bulstrode une fois seule. Maintenir ce qui a été fait ? Peut-être Éléanore s'en contentera-t-elle, alors qu'il me faut quelqu'un qui insuffle le progrès à Meadowbank. Une personne remplie de dynamisme, telle qu'Eileen Rich, par exemple. Mais Eileen n'est pas assez âgée et manque d'expérience. À ce moment, Miss Chadwick entra. « Oh, Shaddy !» s'écria Miss Bulstrode. « Je suis heureuse de vous voir. » L'interpellée parut quelque peu surprise. « Pourquoi ? Se passe-t-il quelque chose ? » ?»« Tout simplement que je ne puis mettre de l'ordre dans mes pensées. Voilà qui ne vous ressemble pas du tout, Honoria. »« En effet. Mais comment se présente le trimestre ? » ?»« Tout à fait bien, je pense. » Miss Chadwick ne paraissait pas très convaincue. Aussi, la directrice fronça-t-elle les sourcils. « Trêve de détour, Shaddy. Que se passe-t-il ? » ?»« À vrai dire, absolument rien. Cependant, » son front se plissa, évoquant un boxeur perplexe. « Oh, une vague appréhension. Les nouvelles élèves semblent bien disposées. Par contre, je n'apprécie pas Mademoiselle Blanche. Un tantinet sournoise. » Miss Bulstrode n'attribua guère d'importance à cette remarque. Shaddy accusait toujours les professeurs de français du même défaut.
Elle est très capable, répondit-elle. Ses certificats sont excellents. En revanche, reprit Miss Chadwick, Miss Springer me paraît trop parfaite. Elle s'agite vraiment un peu trop. Mais elle remplit bien ses fonctions. Oh, certainement. Les nouvelles collaboratrices nous surprennent parfois. On n'est pas encore habitué à leur caractère. Vous avez raison, répondit Miss Chadwick avec empressement. À propos, le nouveau jardinier est très jeune, assez rare de nos jours. Et il est regrettable qu'il soit beau garçon. Il va nous falloir ouvrir les yeux. Elles se comprirent. Personne, mieux qu'elle, ne savait les dégâts que pouvait faire un homme au physique agréable dans les cœurs de jeunes adolescentes. Pas mal, mon garçon, dit le vieux Briggs, presque à contre-cœur. Il donnait son opinion sur le travail que son aide venait d'effectuer. Bêcher un parterre. Toutefois, ajouta-t-il, inutile de faire du zèle. Allez-y posément. C'est le meilleur moyen. Le jeune homme comprit que sa cadence éclipsait celle de son chef. Déjà, celui-ci avait repris la parole. Ici, nous planterons des reines marguerites. Je sais qu'elles ne les aiment pas, mais je n'y fais pas attention. Les femmes ont leurs caprices, et si vous les ignorez, il y a 9 chances sur 10 pour qu'elles les oublient. Adam savait déjà que le mot « elle », si souvent employé par Briggs, désignait Miss Bulstrode. Mais, dit soudain Briggs, qui était la jeune personne que j'ai aperçue auprès de vous? Oh, tout simplement l'une de ces jeunes demoiselles. De ces saintes nitouches, voulez-vous dire? Ne vous frottez pas à elles. Je sais ce qu'elles valent. Au cours de la Première Guerre mondiale, j'en ai connu. Et si j'avais eu l'expérience acquise plus tard, la prudence m'aurait porté à les éviter. Compris? Celle-là n'avait aucune mauvaise intention, répondit Adam, plutôt évasif. Elle me demandait le nom d'une fleur. Soit, mais il ne vous appartient pas de causer avec les pensionnaires. Elle serait mécontente. Attention, je la vois venir. Encore un travail difficile à me demander, sans doute. Miss Bulstrode s'approcha rapidement. « Bonjour, Briggs, bonjour. » Elle regardait l'aide jardinier. « Adam, pour vous servir, mademoiselle ?»« Ah, oui, Adam. Au fait, Briggs, le filet du tennis s'est descendu. Occupez-vous-en. » « Certainement, madame. » « Que planterez-vous là ?»« J'ai pensé que... » Pas de reine Marguerite, surtout. Des dahlias. Elle s'éloigna aussitôt. Briggs haussa les épaules. Elle donne des ordres en coup de vent, mais elle a l'œil. N'oubliez pas, jeune homme, ce que je vous ai dit à propos des saintes nitouches. Sinon, gare à elle. Si je ne lui plais pas, répliqua Adam, je saurai quoi décider. Les offres d'emploi ne manquent pas, Dieu merci. Voilà bien la jeunesse actuelle. Ne rien écouter. Adam reprit son travail, tandis que Miss Bulstrode se dirigeait vers l'école. Soudain, elle fronça les sourcils. Miss Van Sittard venait vers elle. « Quelle chaleur !» dit Miss Van Sittard. « Étouffante !»
répondit Miss Bulstrode. Avez-vous remarqué le jeune jardinier ? Pas particulièrement. Il m'a paru, comment dirais-je ? En bref, il ne ressemble guère au type habituel de ce genre de travailleur. Peut-être a-t-il terminé ses études et cherche-t-il à gagner un peu d'argent. Soit, mais c'est un beau garçon, et les élèves l'ont remarqué. Alors, la tactique classique ? Oui, laisser une certaine liberté à nos filles, sans oublier une surveillance appropriée. Exact. Et nous avons toujours réussi. Il n'y a jamais eu de scandale à Meadowbank. Vous pouvez être fière, Eleanor, du succès obtenu. Je crois avoir bien rempli ma tâche. Mais si vous dirigiez cette école à ma place, quel changement décideriez-vous ? N'hésitez pas à parler. Votre réponse m'intéresserait beaucoup. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à modifier. L'esprit de Meadowbank et son organisation sont parfaits. Donc, vous suivrez les mêmes principes ? Certainement. Impossible de les améliorer. Miss Bulstrode demeura silencieuse pendant un moment. Me parle-t-elle ainsi pour me plaire ? Se dit-elle. S'exprimer autrement eût été un manque de tact, et, à Meadowbank, le tact est capital, qu'il s'agisse des parents, des élèves ou du personnel. Oui, Eleanor a du tact. Toutefois, reprit Miss Bulstrode à haute voix, il y a toujours des améliorations à apporter, ne serait-ce que parce que le caractère des gens et les conditions de vie évoluent. D'accord sur ce point. Il faut être de son époque. Mais il s'agit de votre école, Honoria. Vous en êtes l'essence même et savez que la tradition joue un grand rôle. Miss Bulstrode ne répondit pas, bien qu'elle fût tentée de prononcer les mots décisifs. Et Miss Van Sittard devait s'en douter. La vérité était telle qu'elle répugnait à la directrice d'abandonner le gouvernail. Cependant, avec des conseils appropriés, Eleanor ferait l'affaire. Certes, il y avait bien Shady, si dévoué, mais qui l'eût choisi en tant que responsable d'une école de premier ordre ? Une cloche sonna, à distance. « Mon cours d'allons !» s'écria Miss Van Sittard. Et rapidement, mais sans pour autant perdre de sa dignité, elle s'éloigna. La suivant à distance, yeux baissés, Miss Bulstrode faillit se heurter à Eileen Rich, surgie d'une allée latérale. « Oh, excusez-moi, mademoiselle Bulstrode, je ne vous avais pas vue. » Comme à l'accoutumée, ses cheveux s'échappaient d'un chignon en désordre et, une fois de plus, la directrice prit conscience de l'ossature exagérée de son visage. Une jeune femme étrange, mais dynamique et qui forçait l'attention. « Vous avez un cours, maintenant ? » ?»« Oui, le cours d'anglais. »« Et le professorat vous plaît ? » ?»« C'est fascinant. » »« Pourquoi ? » ?»« Je ne cache pas que j'ai cherché à me l'expliquer. Est-ce parce qu'enseigner vous donne une réelle importance ? Non, ce serait de la vanité. Cela évoque plutôt la pêche au harpon. On ne sait pas ce qui va surgir d'un fond encore inconnu, et c'est précisément le choc, le réflexe qui sont captivants. La qualité du réflexe, plus exactement. Malheureusement, elle fait parfois défaut parmi les élèves.
Miss Bulstrode acquiesça. Ainsi, elle ne s'était pas trompée. Cette jeune fille avait une personnalité. « Je pense qu'un jour ou l'autre, vous dirigerez votre propre école, » dit-elle. « Oh, je l'espère de tout cœur. » Peut-être avez-vous déjà des idées de ce genre de fonction ? Chacun a ses idées, je suppose. Un grand nombre d'entre elles sont fantastiques et, mises à l'épreuve, elles conduiraient peut-être à un échec complet. Mais il convient d'oser, d'apprendre sur le vif. On ne peut progresser avec la seule expérience des autres, n'est-ce pas ? Pas tout à fait. Les erreurs sont nécessaires, ne serait-ce que pour se perfectionner. Les risques ne vous effraient pas, je pense. Je crois que j'ai toujours vécu parmi eux. Une ombre passa sur le visage d'Eileen Rich, qui s'empressa d'ajouter. « Il me faut vous quitter. Les élèves m'attendent. » Miss Bulstrode la regarda s'éloigner. « Dommage, pas encore mûre. Ce serait un gros risque, » pensa-t-elle. Miss Chadwick, qui passait à proximité, nota l'air soucieux de la directrice. « Auriez-vous des soucis, Honoria ? » « La vérité est que j'hésite. Étrange de ma part, je sais ce que je désire faire, mais il ne serait pas digne de l'école de choisir un successeur qui n'aurait pas l'initiative voulue. Je voudrais tant que vous abandonniez cette idée de retraite. Vous faites corps avec Meadowbank, qui ne peut se passer de vous. Meadowbank représente tout pour vous, n'est-ce pas ? Il n'y a aucune école qui puisse lui être comparée. Miss Bulstrode posa affectueusement une main sur l'épaule de sa collaboratrice. « Exact, Shadi. Et vous êtes mon meilleur soutien. Rien de ce qui concerne l'école ne vous échappe. » Miss Chadwick rougit de plaisir. Il était si rare de voir Honoria Bulstrode sortir de sa réserve. Impossible de jouer avec cette ignoble chose. Désespérée, Jennifer jeta sa raquette à terre. « Oh !» s'écria Julia. « Quel drame vous en faites !» Elle ramassa l'objet délaissé. « Mais elle est en bien meilleur état que la mienne. Une véritable ruine. On devrait la réparer, mais maman a oublié. Toujours est-il que je la préfère à mon minable outil, » répondit Jennifer, qui s'en saisit et fit quelques essais. « Eh bien, elle me plaît, » décida-t-elle. « Faisons un troc, voulez-vous ? » « D'accord. » Aussitôt, les jeunes filles enlevèrent les étiquettes portant leurs noms respectifs, puis chacune recolla la sienne sur la raquette qui, désormais, lui appartiendrait. Adam sifflait joyeusement, tout en réparant le filet de tennis. Soudain, la porte du pavillon des sports s'ouvrit et Mademoiselle Blanche, la musaraigne, apparut. La vue de l'aide jardinier parut la surprendre. Une courte hésitation, et elle rentra de nouveau dans le pavillon. « Que complote-t-elle » se dit Adam. Il n'aurait guère fait attention à elle, n'eût été son attitude bizarre qui l'intrigua immédiatement. L'air de quelqu'un qui se sent pris en défaut. Bientôt, elle sortit de nouveau, ferma la porte derrière elle et,
au passage, interpella Adam. « Ainsi, vous réparez le filet ?»« Il semble, mademoiselle. » »« Splendide installation. La piscine, les cours, le pavillon. Décidément, les sports sont appréciés en Angleterre. »« Je le suppose. » »« Jouez-vous au tennis ?» Elle semblait s'intéresser au physique d'Adam d'une façon toute féminine. « Non, mentit-il. Je n'ai pas le temps. »« Alors, au hockey ?»« Oh, quand j'étais adolescent. » Un très court silence. « Je n'avais pas encore eu le temps de faire un tour, » reprit Angèle Blanche. « Profitant du beau temps, j'ai pensé à visiter le pavillon des sports pour le décrire à des amis qui tiennent une école en France. » De nouveau, Adam s'étonna quelque peu. On eût dit que la Française s'efforçait de justifier sa présence dans le pavillon. Et pourquoi ? N'avait-elle pas le droit d'aller où bon lui semblait ? Dans toute la propriété ? Surtout, il n'y avait aucune nécessité de s'excuser, ou presque, auprès d'un aide-jardinier. Pensif, il regardait mademoiselle Blanche. Peut-être conviendrait-il d'en savoir davantage sur son compte. Subtilement, il modifia son attitude. Toujours respectueux, mais moins. Il permit à ses yeux de faire comprendre à son interlocutrice qu'elle ne manquait pas de charme. « Vous devez parfois trouver la vie monotone dans une école de jeunes filles, mademoiselle ?» dit-il enfin. « Oh, rien de très amusant, » admit-elle. « Cependant, vous avez du temps de reste. » De nouveau, une pause. Sans doute mademoiselle Blanche se posait-elle de secrètes questions. Le résultat étant qu'au regret d'Adam, elle reprit ses distances. « Les conditions de vie ici sont excellentes. » Un léger signe de tête, ponctué d'un banal au revoir, et elle s'éloigna rapidement. Décidément, elle mijote quelque chose, se dit encore Adam, et cela doit se passer dans le pavillon des sports. D'instinct, il se dirigea vers celui-ci et il jeta un regard. Rien de ce qu'il put voir ne paraissait avoir été dérangé. Mais Adam n'était pas convaincu. Alors qu'il sortait, il se trouva face à Anne Shapland. « Savez-vous où se trouve Miss Bulstrode ?» demanda-t-elle. « Je crois qu'elle est retournée à l'école, mademoiselle. Elle vient de parler à Briggs. »« Et que faisiez-vous dans le pavillon ?» reprit-elle, fronçant les sourcils. Question qui déconcerta quelque peu l'aide-jardinier. Un damné esprit soupçonneux, pensa-t-il. Puis, il répondit avec une légère trace d'insolence. « J'ai eu l'idée d'y jeter un coup d'œil. Aucun mal, je suppose. »« Ne devriez-vous pas plutôt finir votre travail ? » ?»« Je viens de réparer le filet de tennis. » Et, se tournant vers le pavillon, il ajouta. « Il vient d'être construit, n'est-ce pas ? Et cela a dû coûter cher. Rien n'est trop beau pour les jeunes pensionnaires. »« Elle paye en conséquence, » répliqua Anne sèchement. « Au maximum, je pense. »
concéda Adam. Il comprenait à peine pourquoi il éprouvait soudain le désir de vexer la secrétaire. Une créature si sûre d'elle. Mais Anne ne lui en laissa pas le temps. Elle haussa les épaules et partit en toute hâte, sans oublier de se retourner, cependant, un regard sur Adam, puis sur le pavillon, et, semblant intriguée, elle disparut. De service de nuit, au poste de police de Earth Street, le sergent Green bâillait quand la sonnerie du téléphone retentit. Quelques instants plus tard, l'attitude de Green s'était complètement modifiée et il se saisit d'un bloc-notes. « Vous dites bien Meadowbank ? Bien. Et de qui s'agit-il ? Épelé. Springer. Bon. Veillez à ce que rien ne soit dérangé. J'envoie quelqu'un au plus vite. » Et Green mit en branle la procédure habituelle. « Meadowbank ?» dit l'inspecteur Kelsey au bout du fil. « Une école de filles, que je sache. Qui a été tuée ? » Une certaine Miss Springer, professeure de gymnastique. Voilà qui évoque un roman policier bon marché. Qui peut avoir commis un tel crime ? Demanda Green. L'athlétisme n'exclut pas les intrigues amoureuses, sergent. Où a-t-on trouvé le corps ? Dans ce qu'ils appellent le pavillon des sports, une expression snob désignant sans doute le gymnase. Et la victime a été abattue d'un coup de revolver ? Oui. A-t-on découvert l'arme ? Non. L'entrée principale de Meadowbank était grande ouverte et le vestibule éclairé. Miss Bulstrode, la directrice, vint à la rencontre de l'inspecteur Kelsey. Comme la plupart des habitants des environs, il la connaissait de vue. Même à un pareil moment, elle conservait son sang-froid et savait en imposer. « Je suis l'inspecteur détective Kelsey, » dit le visiteur avec toute la courtoisie voulue. « Où voulez-vous vous rendre en premier ? Au pavillon des sports, sans doute. Ou désirez-vous entendre, d'abord, tous les détails ? Le médecin légiste m'accompagne avec 2 assistants pour examiner le corps. Peut-on leur montrer le chemin ? Pour ma part, il me conviendrait d'avoir un court entretien avec vous. Miss Rowan, l'une de mes collaboratrices, conduira le docteur. Déjà, quelqu'un est sur place pour empêcher qu'on touche à quoi que ce soit. Voulez-vous me suivre dans mon bureau ? Là, la première question de Kelsey fut : qui a découvert le corps ? Miss Johnson, la surveillante générale. L'une de nos pensionnaires souffrait d'une oreille et elle était auprès d'elle pour la soigner. Ce faisant, elle s'aperçut que le rideau d'une fenêtre était resté entrouvert et, en le refermant, elle vit qu'il y avait de la lumière dans le pavillon des sports. À ce moment, il était 1h du matin et tout aurait dû être éteint depuis longtemps. Je le conçois. Où se trouve Miss Johnson ? Elle se tient à votre disposition. Voulez-vous lui parler ? Dans un moment. Veuillez continuer, madame. Miss Johnson alerta l'une de ses collègues, Miss Shadwink, et elles décidèrent de se rendre sur place. Alors qu'elles sortaient d'ici, elles entendirent une détonation et coururent vers le pavillon où elles... Je devine la suite. Mademoiselle Bulstrode, et je vais entendre Miss Johnson. Auparavant, pourriez-vous me donner quelques renseignements sur la victime ?
Était-elle depuis longtemps à Meadowbank? Non, Miss Springer était nouvelle dans mon école. Celle qui l'a précédée est partie pour l'Australie. Et que savez-vous du passé de Miss Springer? Excellente référence, en vérité. Vous ne l'aviez jamais vue auparavant? Non. Avez-vous une quelconque idée, même vague, de la cause de cette tragédie? Des ennuis ou des complications, disons, regrettables? Rien que je sache. Et elle ne donnait nullement l'impression d'être tentée de vivre une aventure. Pas elle. On a parfois des surprises. Après avoir entendu Miss Johnson, je me rendrai au gym. Plutôt au pavillon des sports, comme vous l'appelez. Il vient d'être construit et se trouve près de la piscine. Naturellement, il y a un grand vestiaire où sont déposés, entre autres, les crosses de hockey et les raquettes de tennis. Sans oublier les maillots de bain. Miss Springer avait-elle une raison quelconque pour s'y trouver pendant la nuit? Aucune, affirma Miss Bulstrode sans hésitation. Bien. Voulez-vous prier Miss Johnson de venir? Miss Bulstrode sortit et revint bientôt avec la surveillante générale. À seule fin d'apaiser ses émotions, on lui avait administré une bonne dose de brandy, le résultat étant une tendance accrue à la loquacité. « Voici l'inspecteur détective Kelsey, » lui dit Miss Bulstrode. « Remettez-vous, Elspeth, et dites-lui exactement tout ce que vous savez. »« Horrible !» s'exclama Miss Johnson. « Je n'aurais jamais cru que Miss Springer puisse être assassinée. » Impression qui retint l'attention de l'inspecteur. « Et pourquoi ? Oserais-je demander ? » Eh bien, elle était si décidée. Le genre de femme qui aurait dû avoir raison d'un cambrioleur. De deux même. Cambrioleur, dites-vous ? Au fait, y avait-il quoi que ce soit à voler dans le pavillon ? La vérité est que je ne saurais dire qu'ils contiennent des objets dignes d'être emportés. En somme, rien qui puisse justifier une effraction. La serrure a-t-elle été forcée ? J'avoue n'avoir pas pensé à la regarder. La porte était ouverte quand nous sommes venus. La serrure semblait intacte, précisa Miss Bulstrode. Vous m'en direz tant, répondit Kelsey. Donc, on s'est servi d'une clé. Puis, tourné vers Miss Johnson, il demanda: Miss Springer était-elle populaire dans l'école ? Une courte hésitation, et l'interpellée répondit: Vraiment, je ne saurais le dire. Après tout, elle est morte. Ainsi, vous ne l'aimiez guère, insinua le policier, tenant compte des réflexes intimes de la surveillante. Je n'ai jamais eu l'impression que quiconque eût pu réellement s'attacher à elle. Elle était très réaliste et ne se privait pas de contredire les gens. En revanche, ses capacités professionnelles ne faisaient aucun doute et elle était très attachée à ses fonctions. De toute évidence, ponctua Miss Bulstrode. Eh bien, mademoiselle Johnson, veuillez me préciser les faits. Jeanne, l'une de nos élèves, s'était réveillée avec de vives douleurs dans une oreille. Aussi, allait chercher un calmant. À mon retour, je vis que le rideau d'une fenêtre était entr'ouvert. Craignant que l'air frais n'aggrave l'état de la malade, je me préparais à le fermer complètement quand, à ma grande surprise,
j'aperçus une lumière dans le pavillon des sports. Aucune erreur possible. Elle allait et venait. Vous voulez dire qu'on n'avait pas allumé l'éclairage habituel et qu'il s'agissait d'une lampe, d'une torche portative? Exactement. Et je me demande encore qui a pu s'introduire à pareille heure dans le pavillon s'il ne s'agit pas d'un cambrioleur. Aucune idée? Miss Johnson lança un regard dans la direction de Miss Bulstrode avant de répondre. Je n'ai aucun soupçon précis. Miss Bulstrode vint à son secours. J'imagine que Miss Johnson a cru que l'une de nos élèves avait un rendez-vous. Exact, Elspeth? La surveillante eut un léger sursaut. Sur le moment, admit-elle, oui. L'une de nos pensionnaires italiennes, peut-être. Les jeunes étrangères sont plus précoces que... Ne soyez pas insulaire, coupa de nouveau Miss Bulstrode. Nombreuses sont les élèves britanniques qui seraient tentés de vivre une aventure. Continuez, mademoiselle Johnson, dit Kelsey. Donc, j'ai jugé à propos de demander à Miss Shadwing de se rendre avec moi au pavillon. Pourquoi Miss Shadwing? Une raison particulière? Je ne voulais pas déranger Miss Bulstrode et Miss Shadwing est ici depuis si longtemps. Donc, vous l'avez réveillée? Oui, et elle fut de mon avis. Le temps de mettre un pull vert et un manteau, et nous partîmes, mais à peine étions-nous arrivés dans l'allée centrale qu'un coup de feu claqua dans le pavillon, à la suite de quoi nous nous élançâmes dans sa direction. Assez stupidement, nous n'avions emporté aucune lampe de poche et, à 2 reprises, nous faillîmes tomber. Enfin, sur place, nous vîmes que la porte était ouverte et nous avons allumé. Aucune lumière quand vous êtes arrivé? Non, l'intérieur était plongé dans l'obscurité, puis nous aperçûmes... Cela suffira, intervint Kelsey avec bienveillance. Je vais me rendre au pavillon. Au fait, n'avez-vous rencontré personne sur votre chemin? Non, Ou entendu quelqu'un s'enfuir? aucun bruit. L'inspecteur se tourna vers Miss Bulstrode. Le coup de feu a-t-il alerté quelqu'un dans l'école même? Pas que je sache. Je n'ai reçu aucun témoignage à cet égard. Le pavillon se trouve assez loin et, à cette heure, c'est le profond sommeil. Je comprends. Eh bien, il me reste à me rendre compte sur le lieu même. Je vous accompagne, déclara Miss Bulstrode. Désirez-vous ma présence? Demanda Miss Johnson. Il est stupide de chercher à éviter les émotions, quand le devoir l'exige. Aucune nécessité dans ce cas, répondit Kelsey. Inutile de vous bouleverser une fois de plus. Une pièce assez grande, le vestiaire. Un casier pour chaque élève, avec son nom. Dans le fond, des aménagements pour les raquettes et autres accessoires. Une porte donnait sur la salle des douches, près des cabines où ces demoiselles se changeaient. Les assistants de Kelsey s'affairaient. L'un achevait de prendre des photos, tandis que l'autre s'efforçait de relever des empreintes. Kelsey se dirigea vers le docteur, agenouillé près du corps. La balle a été tirée à quelque 3 mètres et a atteint le cœur. Mort presque instantanée, dit le praticien. Quand? Disons
environ 1 heure. Kelsey se retourna pour regarder Miss Chadwick, qui avait découvert le crime avec Miss Johnson, et s'appuyait au mur. Son attitude évoquait assez bien celle d'un chien de garde. 55 ans environ, pensa l'inspecteur. Front large, bouche révélant l'obstination, des cheveux gris quelque peu en désordre, aucune trace d'affolement. Le genre de femme sur laquelle on pouvait compter au cours d'événements exceptionnels, bien qu'insignifiantes, lorsqu'il s'agissait de la routine de chaque jour. Mademoiselle Chadwick, s'enquit Kelsey. Oui, monsieur? Vous étiez avec votre collègue quand le corps a été découvert? Oui, il était exactement comme vous le voyez maintenant. L'heure? J'ai regardé ma montre quand Miss Johnson m'a réveillée. 0h50. Voilà qui concorde à peu de choses près avec le témoignage de Miss Johnson, se dit le policier, qui se pencha sur la victime. Ses cheveux acajou étaient coupés courts. Un visage couvert de taches de rousseur, le menton proéminent. Les formes révélaient la pratique de l'athlétisme. Elle portait une jupe en drap écossais et un pull-over noir. Aux pieds, des sandales, pas de bas. Aucune trace de larmes? Demanda Kelsey. L'un des assistants répondit. Pas la moindre, monsieur. Et la torche dont le meurtrier a dû se servir pour s'éclairer? Il y en a une dans le coin à gauche, mais les empreintes sont celles de la victime. Ah, donc c'est elle qui l'a apportée, répondit Kelsey, dont les sourcils se froncèrent. Pourquoi? Se dit-il, pensif. Puis, s'adressant tant à ses aides qu'à Miss Bulstrode et à Miss Chadwick, il reprit. Avez-vous une quelconque idée? Ce fut Miss Chadwick qui répondit. Peut-être pensait-elle avoir oublié quelque chose dans le pavillon et voulait-elle s'en assurer. Mais cela n'est guère probable, à une heure aussi avancée. Quoi qu'il en soit, s'il en a été ainsi, il devait s'agir de quelque chose d'important. L'inspecteur porta son regard dans toutes les directions. Tout était en ordre parfait, sauf les raquettes. Dans un coin, plusieurs gisaient sur le plancher. Il est possible qu'elle aussi ait vu une lumière, dit soudainement Miss Chadwick. Ce n'est pas exclu, répondit Kelsey. Un détail cependant. Se serait-elle risquée à sortir seule, à cette heure indue? Certainement, une autre eût réveillé quelqu'un, mais Miss Springer était sûre d'elle. Autre détail. Quand vous êtes sorti de l'école avec Miss Johnson pour vous rendre au pavillon, la porte que vous avez empruntée était-elle fermée à clé? Non. Probablement laissée ainsi par Miss Springer. Déduction logique. Donc, admettons que Miss Springer a voulu percer un mystère. Résultat, on l'a tuée. L'inspecteur fit face à Miss Bulstrode. Cette version vous paraît-elle acceptable? Miss Bulstrode n'hésita pas. Pas tout à fait. Certes, j'admets que Miss Springer a pu repérer la lumière et qu'elle a tenu à faire sa petite enquête. En revanche, que la personne ainsi dérangée ait éprouvé le besoin de la supprimer, voilà qui me dépasse. Pourquoi pénétrer dans le pavillon avec un pistolet puisqu'il n'y avait pratiquement rien? À voler,
rien qui puisse justifier un crime. Et pourtant, on a tué. Kelsey tout sauta, avant de reprendre la parole. Insinuez-vous que Miss Springer a troublé un quelconque rendez-vous? Probablement l'explication la plus sensée, répondit Miss Bulstrode. Cependant, cela ne résout pas le problème posé par le crime. Mes élèves ne se promènent pas avec des pistolets, et le jeune homme que l'une d'elles eût pu être tentée de rencontrer ne se serait pas présenté avec une arme à la main. Kelsey acquiesça. Logique, mais il y a une autre possibilité. Disons que Miss Springer est venue ici pour rencontrer un homme. Un rire étouffé, et Miss Chadwin s'écria « Ah, pas Miss Springer !» Je ne pense pas nécessairement à un rendez-vous amour, riposta l'inspecteur d'un ton sec. Je suggère que le crime a été prémédité, que quelqu'un entendait tuer Miss Springer. On s'est arrangé pour la rencontrer ici même et on l'a abattue. Lettre de Jennifer Sutcliffe à sa mère. Nous avons eu un assassinat la nuit dernière. Miss Springer, le professeur de gym. La police est là depuis ce matin et pose des questions à tout le monde. Miss Chadwick nous a interdit d'en informer qui que ce soit, mais j'ai pensé que vous aimeriez être au courant.